Bonjour à tous, un nouvel épisode Du temps d'une bière, magazine bimensuel, cécitaire, animé par deux aveugles sans yeux ni maître. un magazine qui n'a pas froid aux yeux. Alors, Nico, ce soir, on accueille une nouvelle personne et on ne sait pas du tout qui c'est puisqu'on n'y voit rien. Allez, c'est la surprise qu'on va retrouver derrière la porte. toc toc, il y a quelqu'un ce soir? Bah, je sais pas du tout. On ouvre la porte. Hein. Ce serait bien qu'il y ait On verra. quelqu'un quand même. On verra plus ou moins. On a le plaisir d'accueillir Éric Brun-Sanglard. Bonsoir Éric. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Nico. Alors c'est quand même assez particulier ce soir. On se retrouve trois personnes avec, comment on pourrait dire ça, quelques déficiences visuelles, deux vraies déficients visuels complets, Et un tricheur. et un tricheur qui voit un tout petit peu du milieu de l'œil, mais vraiment pas grand-chose. Bon voilà, mais là c'est anecdotique, c'est pas le propos de la soirée. Pas là pour parler de ça. Moi je dirais des aveugles avec une vision. C'est ça, des aveugles avec des yeux même. Ouais, Ouais, avec une Dans le vision monde. surtout. Ouais. Oui. Alors on s'est rencontrés, donc évidemment, Éric, je t'avais déjà rencontré sur les réseaux parce que quand même, YouTube et autres, ne pas rencontrer Éric Brun-Sanglard, c'était un peu compliqué. Hein, on te voyait beaucoup sur les réseaux il y a quelques années en tant que blind designer, c'est ça, aux États-Unis? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, et l'année dernière, j'étais invité à la librairie Kléber à Strasbourg. Et quel fut mon émerveillement de rencontrer Éric et ton ami dans la même, pour le même interview, moi pour mon dernier bouquin. Et toi, c'était pour ton livre, je crois. Oui, j'ai sorti un livre à ce moment-là, l'an dernier, en janvier, qui s'appelle Reconstruire sa maison intérieure, et avec un sous-titre Se sentir bien en soi et chez soi, édité au Cherche Midi. Et voilà, c'est très bien passé. Le début a été très médiatisé. Et bon, malheureusement, après, on a eu le Covid. Mais un très beau lancement et justement l'occasion de rencontrer Jean-Pierre pendant cette édition annuelle qu'ils font à Strasbourg. Voilà. Donc, c'était Oui. une chouette rencontre. Et oui, chouette rencontre. Et en plus, étonnement, quand je te demande où tu vis, tu me dis je vivais principalement à Los Angeles. Mais maintenant, je viens de vivre à Paris et maintenant je vais vivre dans la région d'Avignon. Et là, Tout à je me fait. dis, ah, quand même, on est voisins. Le destin frappe. Le destin a frappé. Ouais, Et ouais. c'est super. Vraiment, c'est super. Oui, on va un peu parler, rentrer dans le vif du sujet. Écoute, on va commencer par te poser une question un peu que tout le monde doit un peu te poser. Comment t'es arrivé? Bon, déjà, comment t'as perdu la vue? C'est pas quelque chose de naissance. Non, j'ai perdu la vue à 33 ans suite à une infection virale qui s'appelle le cytomégalovirus, plus connu sous les initiales de CMV. Euh, voilà, moi, un peu pour parler un peu de mon histoire, très jeune, j'ai eu un accident de sport dans les années 84. J'ai été malheureusement, j'ai eu une transfusion sanguine et infecté par du sang contaminé, donc séropositif quand j'étais vraiment un gamin. Et à l'époque, on savait même pas ce que c'était. C'était vraiment un questionnement, donc avec un système immunitaire déficient et donc ouvert un peu à toutes sortes d'infections. Et j'ai été infecté donc par le cytomégalovirus, qui est un virus qui est souvent transmis par les chats. Il y a environ 60% de la population qui est positive, mais ça sera jamais déclaré parce que leur système immunitaire les protège. Et moi, comme mon système immunitaire était déficient, donc j'ai commencé à avoir des symptômes comme si j'avais un rideau qui descendait un peu sur mon œil droit. Euh, j'étais vice-président d'une boîte de publicité de parfums. J'habitais entre Los Angeles, New York et Paris. Je faisais des allers-retours tous les 10 jours. J'avais une carrière qui cartonnait. Je travaillais avec les plus grandes marques de parfums. C'est plus simple de dire que la seule que je n'avais pas
Donc, tous nos clients, c'était Calvin Klein. Et à part ça, voilà, j'ai Bon, on une est dans la vie réussite merveilleuse. professionnelle. Oui, Ouais, une hein, vie merveilleuse et ça oui, m'est tombé dessus alors que je savais même pas ce que c'était. ouais. Un jour, je rentrais de Paris, je vais voir un spécialiste qui me dit, écoutez, là, vous êtes infecté par le cytomégalovirus, ça va vous rendre aveugle et probablement vous tuer. Et Oui, ah oui, alors là, il y a vraiment non seulement un choc traumatique, mais il y a aussi des grandes questions qui se posent là. Tu vois? complètement, c'était pour moi, c'était devenir aveugle, c'était le début de la fin. C'était pas juste devenir aveugle. Pour moi, c'était voilà le début d'un procédé vers la mort. Donc quelque part, quand j'ai commencé à perdre la vue de mon œil droit en premier, voilà, c'était pour moi, je me préparais à mourir. Je me préparais pas à devenir aveugle. Oui, Je me préparais vraiment à mourir. Donc quelque part, quand je ne suis pas mort, parce que voilà, j'expliquerai un petit peu plus en profondeur. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre. Euh, c'est là où ça a été la mauvaise nouvelle. C'est ben, tu vas pas mourir, mais tu vas être aveugle. Donc ça a été quelque part une tournure de situation qui était pas forcément attendue. Et mais c'était un âge vraiment où normalement on a l'avenir devant soi, vers la trentaine, Oui, la et puis carrière, quoi. surtout que je cartonnais à l'époque professionnellement. J'avais j'avais réalisé quelque part le rêve américain. Oui. Donc la super baraque sur les collines de Los Angeles avec la piscine, la vue. J'avais tout ça, quoi. Donc pour moi, j'étais dans une période plutôt d'épanouissement, en tous les cas professionnel. Et quand ça c'est arrivé, pour moi, c'était toutes ces questions. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pourquoi vraiment des choses existentialistes oui, et du coup à me re-questionner complètement. C'est-à-dire quand on apprend qu'on va mourir, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à vivre, à travailler, à bosser, ou est-ce que je vais faire toutes les conneries entre guillemets oui, qu'on pourrait faire, claquer tout l'argent que j'ai, oui, je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui peuvent passer par la tête, faire le tour du monde en ayant toutes les drogues et toutes les oui. voilà. Bon. Et quand moi j'ai un peu cette philosophie, quand je sais pas quoi faire, je me dis toujours ne fais rien, prends aucune décision. Donc Ouais, c'est absolument ce que j'ai fait. ça résonne chez moi, ça beaucoup. Alors en plus, perdre la vue, tu étais quand même, on peut le dire, dans le milieu du beau. Je veux dire, le rapport visuel Ouais. pour toi était certainement, probablement même plus important pour certaines gens. Tu vois, ça devait être assez fondamental, quoi. Non Euh, seulement de voir, mais aussi d'être vu, parce que tu étais un monsieur en vue, n'est-ce pas? C'est la fameuse ouais. expression. Donc là, d'un seul coup, quand tu perds la vue, tu sais intellectuellement que les autres te voient, mais c'est quand même très flou, quoi. Je ne sais pas comment tu ressens, Ouais. comment vous ressentez toi et Nico, mais quand on ne voit pas le regard des autres, il faut un peu se battre peut-être pour se tenir bien d'une certaine manière pour être visible et rester, je veux dire, peut-être un peu coquet ou rester attrayant, rester, voilà. Bon, écoute, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, déjà, tout au début de ma vie, quand je faisais mes études, j'ai fait aussi du mannequinat. Donc, il y Ah avait oui, cet Ah oui. aspect, oui, ça. Après ça, mon premier travail, c'était directeur artistique dans la mode. Donc, très branché dans un monde très superficiel. Et ouais, après, quand je suis passé dans la publicité, je restais toujours dans cette espèce de l'image. oui, Euh, je côtoyais beaucoup le show business américain. Voilà, mon rêve, moi, c'était de faire du cinéma à l'origine, d'être metteur en scène. Donc, toute ma vie était basée sur le visuel. ah, C'était mon outil de travail, c'était ma façon de penser, c'était voilà, Mm. ça m'envahissait, c'était partout. Mais Autant à Los Angeles, qui est la ville du superficiel, la ville du cinéma, de la télé, de la chanson, de tout ça, c'est certain que j'étais, c'était partout dans ma vie, oui. oui. je crois que tu as fait aussi un long passage par la parfumerie, hein. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, mais je faisais si tu veux, je faisais des campagnes publicitaires, donc c'était toujours du visuel.
Donc, Donc, toujours visuel. Ah ouais, ouais, donc même là, si j'étais pas un nez, j'étais pas, moi, c'était voilà. créer l'image Ouais, d'un parfum. Donc, d'accord. et c'est vrai que ce que tu disais, quand on perd la vue, on a l'impression de devenir invisible. C'est-à-dire Oui. que on a l'impression que les gens nous regardent, un peu comme la bête de foire, Mhm. parce que, voilà, surtout dans ce milieu-là où On pèse les gens. bah, Un et peu. en même temps, on n'a plus ce côté, ou une sorte de validation, c'est-à-dire où on a un regard de quelqu'un, bah, peut-être qui on plaît, ou qui nous sourit, ou qui nous redonne un petit peu cette confiance en nous, de se sentir bien dans notre peau, de se sentir vivant, de se sentir regardé, voire dragué. Tout à fait. C'est Mais très très bien ce que tu dis, Eric, parce qu'en fait, il faut qu'on tire, quand on perd la vue, à un moment donné, on va comprendre qu'il faut qu'on tire la confiance de nous-mêmes et non plus du regard des autres. Tu vois? ouais, ouais, complètement. Et après trouver cette assurance, cette confiance en nous, le fait qu'on soit assez sans avoir le côté visuel, se rendre et aussi sortir. Pour moi, c'était aussi sortir de cette espèce de d'image de personne aveugle. C'est-à-dire que je voulais pas être le mec aveugle, je voulais être moi, je voulais être Oui. Eric. Et en parenthèse, oui, Eric est aveugle, mais on s'en fout de ça. Ouais. C'est pas important. Secondaire. Ouais. Ouais, c'est secondaire. Je voulais pas J'ai être défini. une petite question comme ça qui me Oui. traverse. Est-ce que tu avais déjà auparavant, euh, alors vu les aveugles probablement, mais est-ce que tu avais été déjà marqué par une rencontre même brève, ou je sais pas, un artiste que tu pouvais apprécier, ou est-ce que l'aveugle, ça te disait quelque chose, quoi? Ou tu sais, parce que moi je Alors, rencontre des fois des gens qui me disent, mais vous êtes vraiment la première personne, j'ai jamais remarqué des personnes aveugles auparavant. Et toi, est-ce que tu avais remarqué des gens auparavant? Est-ce que tu avais été impressionné? Ou le contraire, hein, alors, je vais te appréhendé? raconter une histoire qui est encore plus bizarre. C'est que quand j'avais 6 7 ans, je me réveillais toutes les nuits et ma mère, bon, elle peut le dire parce qu'elle venait me consoler. Je voyais dans mes rêves canne blanche, quelqu'un, c'était un Non. homme parce que je voyais son pantalon, ses chaussures. C'était sur une rue pavée. Donc je voyais les pavés, la canne blanche, les chaussures, le pantalon et le clic, clic, clic de la canne. À un tel point que si je voyais quelqu'un dans la rue avec une canne blanche, je changeais de trottoir. J'étais tellement traumatisé par cette image Oh, que être aveugle et la canne blanche, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise pas de canne blanche, oui. c'était traumatique pour moi. C'était vraiment quelque chose que je trouve insupportable. Donc l'idée de devenir aveugle était probablement mon pire cauchemar. Ben oui. Et non, je ne côtoyais pas d'aveugle parce que c'était Ouais, pour le miroir moi était trop terrible. Oui. bah, le miroir oui et non parce que quelque part Oui, tu savais pas. j'étais jeune, j'avais aucun problème à mes yeux quoi. C'était pas du Oui, tout mais peut-être que dans ton inconscience, tu vois. bah, Euh, dans mon inconscience, perdre la vue, c'était perdre tout. C'était sans la C'était vue, perdre peut-être. il y avait pas de vie quelque part. Il y avait rien, il y avait pas, c'était le noir complet. Et pour moi, c'était la chose la plus traumatique qui puisse m'arriver. Et qu'est-ce qui t'arriveras à mettre un peu des mots sur ce qui t'a redressé? T'as quand même tu t'es pris une claque dans la gueule monstrueuse, je suppose. T'as quand même dû sombrer un peu dans la J'ai, déprime au moins. je me suis rattaché en fin de compte à mon travail, c'est-à-dire comme j'ai pas perdu la vue tout de suite, ça a pris quand même plus d'1 an. Je me suis rattaché à mon travail parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, je me concentrais en rester vivant, donc je me battais contre la vie et pas contre le fait que je devenais aveugle. Eh oui. Et quand j'ai perdu la vue, c'était en novembre, c'était exactement le 5 novembre 95, puisque je me suis réveillé ce jour-là, la deuxième rétine s'était détachée. J'avais déjà perdu la vue d'un œil. La deuxième rétine s'était détachée. Et du coup, encore à l'époque, je voyais un peu de lumière. Et pour moi, bon, voilà, j'allais pas finir l'année. D'ailleurs, mes parents étaient venus de France aux États-Unis, à Los Angeles. Et mon médecin leur a dit, écoutez, Eric sera mort avant la fin de l'année. Donc,
voilà, je me préparais à mourir. Et ce qui a été très intéressant dans mon parcours, c'est qu'au même moment que quand j'ai été diagnostiqué, j'avais commencé de gros travaux dans ma maison sur les collines de Los Angeles que j'avais mis en attente quand j'ai été diagnostiqué, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai perdu la vue, après j'ai dû arrêter de travailler naturellement. Les dettes aux États-Unis, tout ce qui est médical est extrêmement cher, donc ça s'accumulait. Et après que j'ai tout passé mes économies à payer ces factures, il fallait que je revende ma maison. Et parce que même si je me préparais à mourir, il fallait quand même que je continue à payer mes factures, à me nourrir, à aller voir des médecins. Tout ça, c'est très cher. Et on n'est pas comme en France, on n'est pas l'assistance qu'on a en France, la sécurité sociale et tout ça. Même si j'avais une très bonne assurance, il me restait 30% à payer de ma poche, ce qui est énorme parce que les factures là-bas sont énormes. Et donc, la seule solution, c'était de vendre ma maison. Et du coup, il fallait que je finisse cette maison. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que je pouvais voir à travers mes autres sens. Donc, j'ai commencé à apprivoiser le toucher, les sons, les odeurs, à développer tous ces sens-là et réaliser que ça avait un impact sur mon bien-être dans cette maison. Et petit à petit, en touchant les murs, en écoutant les sons, justement en utilisant l'odorat, mais aussi mon sens d'énergie, c'est-à-dire ce que je ressens, pourquoi je ressens dans une pièce, pourquoi je me sens bien, pourquoi je me sens pas bien, en analysant ça, je me suis rendu compte que je pouvais, à ma façon, visualiser cette maison et faire les travaux qui me rendraient bien ou je me sentirais bien dans cette maison. J'ai aussi utilisé beaucoup mon corps parce que le corps, quand on vit dans un espace, le corps, c'est la chose principale, c'est la relation entre le corps et l'espace. De plus, j'ai utilisé ce que Léonard de Vinci nous a appris avec l'âme de Vitruve, c'est-à-dire en écartant nos bras de cette manière, en faisant le signe, quelquefois la croix, on rentre dans un rond. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit qu'en ouvrant nos bras, donc à l'horizontale, eh ben on retrouve notre hauteur. Donc en utilisant donc ce petit truc, je pouvais commencer à mesurer l'espace. Donc je commençais à adopter et à adapter mon corps à mon espace. J'avais aussi à l'époque quand je faisais de la chimiothérapie, mon médecin en médecine chinoise me donnait des herbes dans ma main et il me faisait tendre mon bras. Et selon la résistance, il poussait sur mon bras et selon la résistance que je ressentais, c'était plus ou moins les herbes qu'il me fallait. Donc plus je pouvais résister avec ces herbes dans ma main, plus c'était positif. C'est un peu le même d'électricité, de force qui se complète. Voilà. Et j'ai essayé ça avec les couleurs. J'ai réalisé que les couleurs, comme ces herbes, sont aussi des énergies, des vitamines qui nous font du bien. Donc ça m'a aussi donné des codes. Ça m'a aussi donné des codes de couleurs pour pouvoir utiliser les couleurs dans mon environnement. Et petit à petit, avec tout ça, j'ai fini la maison que j'ai mise sur le marché. Ce qui a été absolument incroyable, c'est quelque part, en reconstruisant cette maison, je me suis reconstruit mon système immunitaire. Et à l'étonnement de tous mes médecins, j'en parle dans ce livre justement, reconstruire sa maison intérieure, tous les médecins étaient complètement bluffés que, voilà, mon propre immune système, système immunitaire en français, pardon, elle se combattait donc le CMV, et le CMV s'était arrêté net, c'est-à-dire n'allait pas progresser et me tuer comme il aurait dû le faire. Bon, donc j'étais aveugle, mais voilà, là j'avais complètement perdu tout sens de lumière, j'avais plus du tout, c'était le noir complet. Et donc j'ai mis cette maison sur le marché et les premiers agents immobiliers qui sont venus pour voir la maison me disaient tous, qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous, on n'a pas envie de partir. Et là j'avais quitté le monde du visuel, le monde de la vue, pour rentrer dans un monde donc c'était beaucoup plus profond, le monde du bien-être. Le monde de se sentir bien, le monde des émotions vraies, authentiques, profondes. Et du coup, j'ai vendu tout de suite ma maison à un prix. Tout le monde pensait pas que je pourrais le vendre ce prix parce que c'était un prix
C'était un marché d'acheteurs plutôt qu'un marché de vendeurs. Et du coup, ben, à mon grand étonnement, la maison s'est tout de suite vendue, donc avec me laissant quand même de l'argent de côté pour faire autre chose. Et c'est là où je me suis commencé à acheter des maisons, les Et refaire, devenir les revendre. architecte d'intérieur, en fait. Tout à Et fait. donc, Et tu as vraiment fait le lien là entre l'intérieur de l'être humain et son milieu, enfin l'environnement qui. je l'ai pas fait tout de suite, ce lien-là. C'était plus tard. En fin de compte, pour D'accord. moi, j'étais tellement préoccupé par mes problèmes d'argent que Hum. j'ai vraiment pas réalisé ce qui se passait. Mais c'est probablement après la deuxième ou troisième maison, parce qu'après, il y a toujours ce côté imposteur. On se dit, bon, très bien, c'était un coup de bol. Oui, Euh, et la prochaine fois, je vais me casser la gueule, ça va pas marcher. Quand vers la troisième maison, j'ai commencé à réaliser ben, qu'il y avait quelque chose qui se passait, là, j'ai commencé à à faire des regarder, analyses, à faire des liens. Ouais. tout à fait, à faire des liens. Et Oui. petit à petit, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de la vue. La vue, je l'avais parce que je me rappelle très bien des couleurs, je me rappelle de mon environnement, de mon environnement en tant que voyant. Oui. Donc, quelque part, j'ai réalisé que les yeux, c'était juste un outil qui envoyait les informations au cerveau, que c'était les cerveaux qui analysaient et qui me donnaient vraiment la vue. Donc, Oui. j'utilise aujourd'hui mes autres sens pour faire la même chose. C'est Et ça est-ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai une carrière assez, disons, bah, qui marche très bien. Voilà, je continue à faire des maisons avec ce sens justement, avec ce grand plus, parce que j'utilise est-ce que c'est une tu as, harmonie de tous les sens quelque part. est-ce que tu as essayé de travailler ça avec d'autres pratiques, par exemple, comme bah, ça me fait beaucoup penser au Feng Shui, évidemment, par exemple. Est-ce que tu as essayé de façonner ça ou alors est-ce que tu as essayé de garder ça comme une pierre un peu brute, vraiment autour de ta vision des choses, autour de ta perception des choses, ou est-ce que tu as essayé de travailler un peu, de modeler ça? Tu, tu sais, Nico, le Feng Shui, c'est une science qui malheureusement aujourd'hui est quelque chose un peu à la mode. Ouais, Mais tout à fait. c'est une science très vieille. C'est une science, c'est l'équilibre des matières, c'est l'équilibre des énergies. Ce que je crois beaucoup. Je veux pas être influencé par ça. Moi, je veux vraiment, comme tu dis, garder la chose brute parce que c'est comme je le ressens. Les gens qui connaissent le Feng Shui me disent oui, il y a un équilibre, c'est certain. Tu as compris vraiment l'équilibre des matières, de tout ça. Mais pour moi, je veux pas être influencé par ça. Je veux vraiment Tu veux pas te euh, fixer de quand règles en fait. Tu n'as pas envie de te non, pas fixer. fixer de rêve et rester dans mon ressenti. Dans C'est-à-dire l'instinct. ce que je fais, ce que je fais aujourd'hui, je le fais vraiment par mon ressenti. Et aussi le ressenti de mes clients, parce que quand je faisais ces maisons pour moi-même, c'était une chose. Mais quand je travaille aujourd'hui avec des clients, je dois rentrer dans leur tête. C'est Hum. un, moi, pour moi, je m'abandonne moi-même et je deviens eux et avec mes capacités parce que c'est pas moi qui vais vivre dans leur maison, c'est eux. Ah, bien Donc sûr. moi, je suis là pour les accompagner, je suis là pour les faire découvrir des parties d'eux qu'ils ne connaissent peut-être pas encore, leur donner des solutions en tant que professionnel, en tant que spécialiste, et aussi, ce qui est très très important, c'est aussi avec les artisans, c'est-à-dire avoir les artisans qui vont pouvoir réaliser le projet. Pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont plus de confort à faire les choses comme ceci ou comme cela. Et donc, il faut vraiment que tu trouves presque des artisans d'art par moment, quoi. Pour moi, dans artisan, il y a art. Hein. Oui, Quand je dis oui, artisan, il y a oui. art. Et ce qui est génial, c'est que pour eux, c'est un challenge de travailler avec quelqu'un comme moi. Hum, Donc, quelque part, ça leur impose une excellence, quelque part, une oui. nouvelle façon de travailler. Mais on s'apprend quelque chose mutuellement. C'est-à-dire qu'eux m'apprennent leur job, moi, je leur apprends ma perception. Je les mets, je leur pose des défis, quelque part. Et c'est excitant pour eux parce que moi, c'est un travail d'équipe. Je suis pas là, je suis pas le boss. On travaille ensemble, on crée des choses ensemble. Donc il y a C'est cette espèce participatif, de, oui. Hum. ouais, c'est cette espèce d'unité qui me plaît beaucoup. Moi, j'aime travailler en équipe. Personne ne travaille pour moi, tout le monde travaille ensemble. Ensemble, oui. Donc, c'est pour ça que quelque part, quand on fait des maisons, c'est notre maison, c'est notre produit. Et
pour nos clients. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose vraiment de profond. Moi, je vois ça comme quelque chose vraiment de vrai, d'authentique, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est vraiment quelque chose de très beau. Ouais. Et est-ce que tu as des témoignages d'artisans qui, suite à la coopération avec toi, ont développé de nouvelles techniques de travail qui leur ont permis d'avancer vraiment dans leur façon de travailler? Ou un autre regard, même, tout Ouais. simplement. Ouais. Ah oui, mais bien sûr, mais par exemple, ne pas regarder, utiliser le toucher, que ce soit quand il travaille, par exemple, que ce soit le placo ou les céramiques ou quoi. Voilà, les détails, on les sent plus qu'on les voit. Donc c'est à travers. Mais même j'ai côtoyé d'autres. Donc j'ai fait des projets d'autres avec d'autres architectes d'intérieur qui disent, Eric, c'est absolument dingue parce qu'ils voient des choses que nous on voit même pas. Donc c'est marrant parce Ouais. qu'ils utilisent le mot voir, ce que j'utilise sans arrêt. Moi, j'ai pas changé de vocabulaire, hein. Mhm. Quand je vais au cinéma, je vais voir un film. Oui, oui, bah, moi aussi, hein. Je veux Ouais. dire, on communique avec les autres, donc autant parler le langage, le Ah, mais dénominateur pour, commun. J'ai une mais, question à te poser. Quand tu rentres dans une maison pour la première fois, à laquelle tu vas devoir apporter la touche brin sanglard, n'est-ce pas? ouais, Tu, donc tu sens, enfin, j'imagine que tu t'arrêtes, tu te mets en silence, t'écoutes. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, évidemment. ouais, Tu ouais, ouais. écoutes autour de toi, mais quand je dis écouter, c'est pas qu'avec les oreilles, c'est une écoute, je dirais, holistique, quoi, corporelle, sensorielle, sensitive. Et tu touches. Bon, ça, ça me paraît assez évident. Mais est-ce qu'en touchant, tu as déjà des matériaux qui te viennent? Par exemple, si tu mets les mains sur un mur et tu sens qu'il y a quelque chose de trop euh, agressif, et là, quand je parle agressif, souvent, il y a des maisons qui sont agressives. Quand tu parles, le son, il est métallisé, métallique, agressif, tout ça. Donc, pas, est-ce que, ouais, quand tu mets la main sur un mur, est-ce que tu te dis, bon, ben là, oui, il va falloir mettre une tapisserie, un tapis, tel type de Bah, revêtement? tu sais, quand je rentre dans une maison, c'est un peu une découverte, comme quand tu découvres quelqu'un. Tu Oui, sais, quand tu découvres quelqu'un, ça prend du temps. Bon, t'as la première, le premier ressenti, naturellement, ce que j'ai tout de suite dans une maison. Et après, je veux comprendre pourquoi j'ai ce premier ressenti. oui, Est-ce que c'est vraiment la bonne émotion que j'ai eue en premier? Donc un peu, c'est comme un médecin qui va faire un diagnostic. Donc je diagnostique un peu à travers la maison, à travers les sons, à travers le toucher, à travers les odeurs, à travers surtout l'énergie de cette maison. Il y a des maisons fermées, il y a des maisons qui t'emprisonnent, des maisons qui font une liaison entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a des maisons où il y a un flot, où tu te sens perdu. Il y a des maisons où c'est absolument évident, tout, c'est comme une rivière. J'imagine souvent une rivière qui passe à travers une maison. Est-ce que l'eau peut passer facilement et ressortir facilement? Si c'est le cas, alors là, je me sens bien. Parce que il y a cette espèce d'énergie qui est facile. Mais quand l'énergie est bloquée, c'est un peu comme dans une personne d'ailleurs, quand on va chez un ostéopathe et qu'on va j'allais se te dire remettre un ça, peu. c'est de l'architecture ostéopathique, j'allais te dire. Oui, C'est exactement ça. C'est que tout doit fonctionner, tout doit avoir une espèce de liaison. Tout doit être facile, logique et faire un lien. Et c'est ça moi qui m'intéresse. C'est vraiment se sentir bien. Et après, ben c'est chercher quelque part. Ce qui est intéressant aussi étant aveugle, c'est que pour moi, je suis pas bloqué par ce que je vois quelque part ou ce qui est devant moi. Je suis déjà vers la solution. C'est-à-dire, c'est déjà pour moi cette maison est déjà devenue ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire le potentiel qu'elle a, j'ai déjà exploité un peu dans mon cerveau. Et après, c'est les techniques, comment on va le réaliser, le budget naturellement. Est-ce que mes clients, comment, si ça a à faire avec comment ils vivent, c'est-à-dire c'est leur façon de vivre, leur façon d'occuper les lieux.
C'est ça qui est très important aussi. D'ailleurs, j'ai travaillé de temps en temps avec des gens très connus, des stars de cinéma, qui me disaient, écoutez, moi, je suis en train de tourner en film là, donc je te laisse bosser avec mon assistant. Et je leur dis, attends, c'est ton assistant ou c'est toi qui vas vivre dans la maison? Mhm. C'est moi. Je dis, bon, bah, je peux pas bosser avec ton assistant. Il faut que cette maison soit la tienne. Et pour ça, il faut que vraiment je rentre dans ta tête et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, c'est vraiment une belle expérience parce que c'est une expérience où il y a une unité, il y a une résonance, il y a comme je disais, quelque part, je deviens eux. C'est-à-dire, je rentre dans leur monde, qui est pas forcément le mien, hein. Je suis pas là pour juger non plus comment les gens vivent. Dieu sait qu'il y a eu des choses qui ressemblent pas du tout à mon mode de vie. Euh, mais je suis un peu comme un psy quelque part. C'est être le psy et trouver un peu, comprendre un peu les gens pour pouvoir leur apporter ce qui leur fait du bien. Pleinement, tu es Ouais. dans la rencontre à la fois avec une maison et avec des personnes. Alors que Ouais, d'habitude, c'est vrai que l'échange se fait plus pour des raisons pratico-pratiques, alors que là, tu es obligé de vraiment sonder aussi l'âme des personnes, quoi. c'est tout à fait ça. C'est harmoniser, si tu veux, la personne avec le lieu. C'est vraiment en faire un et à travers tous leurs sens. C'est pas juste, surtout pas juste le visuel, mais c'est le sensoriel. Et c'est ça qui devient super intéressant, c'est que tous leurs facteurs, donc tous leurs sens vont être en harmonie Donc, il y avec a le un lieu. harmonisateur. Ben oui, Ouais, tu vois, moi, de mettre en résonance, en fait, c'est mettre en résonance l'humain avec son environnement. Je voudrais juste ouais, aborder une dernière petite thématique qui va nous concerner quand même bien tous les trois. Et c'est bien d'être entre personnes avec des déficiences visuelles pour parler de ça. Est-ce qu'il t'arrive, comme moi je le fais de mon côté en termes de lecture, dans des lieux, un théâtre, des choses comme ça, est-ce qu'il t'arrive d'intervenir en demandant aux gens de t'écouter lors d'une conférence ou autre avec les yeux soit dans le noir, on va dire tout simplement, en éteignant les lumières ou des choses comme ça? Est-ce que tu fais ça parfois? si tu veux, je pense d'ailleurs que ce soit des conférences ou même parce que je donne aussi des séminaires dans des écoles Oui. d'archi ou d'autres d'ailleurs. Pour moi, c'est très très important que les gens, parce que la vue distrait, la vue trompe. Oui. C'est certain. Donc, quelque part, quand on abandonne ce sens qui aujourd'hui, pour moi, domine trop notre société d'ailleurs, et qui atrophie les autres sens. Aujourd'hui, malheureusement, c'est triste, mais les gens ne savent plus toucher, ne savent plus sentir, non seulement sentir avec leur nez, mais sentir leur environnement. Ils en font pas. C'est-à-dire le thème un peu de mon nouveau livre là, qui va sortir chez Robert Laffont en janvier, Mhm. c'est redécouvrir tous ces sens et pour abandonner peut-être le sens du visuel qui est pas notre premier sens. Un enfant quand il est né, il ne regarde pas, il touche, il met dans sa bouche. C'est les premières choses qu'il va faire. Oui, il C'est expérimente, en revenir. fait, il goûte. Ouais. Ouais. Bah, tout à fait. Pourquoi il va utiliser la vue? C'est parce qu'il va utiliser ça pour aller chercher, trouver, toucher et mettre dans sa bouche. C'est vraiment pour ça qu'il va utiliser ses yeux. Donc, petit à petit, malheureusement, bah, on a instauré ça comme notre premier sens, mais ça ne l'est pas. Et donc, quand je travaillais avec des gens, que ce soit donc, en tant qu'archi ou en tant que speaker, donc en tant qu'intervenant dans des conférences, oui, je pense que c'est très important pour que les gens se regardent à l'intérieur, pour qu'ils Oui. abandonnent le regard des uns et des autres, mais qu'ils puissent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes leurs émotions, leurs sentiments, euh, leurs réactions, et que ça soit authentique, pour ne Tu pas sais, être influencé par le regard des autres ou par eux influencer les autres à travers leur regard. Et quand tu c'est vrai que regardes un paysage, Eric, et que tu es identifié à celui qui voit le paysage, tu le maintiens au loin de toi. La vue maintient les choses, enfin, des choses. Je dirais que la vue objective fait de ce qu'elle voit
un objet. Alors que si tu es dans le ressenti, tu vas devenir le paysage. Et c'est plus un objet. Il y a une véritable alchimie unitive qui se produit à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un des dangers de la vue. Après, on peut voir effectivement et ressentir cette unité. Non, mais bien sûr, mais la vue, c'est une façon de réagir par rapport à notre environnement. C'est une expérience par rapport à notre environnement. Il ne faut pas que ça soit la seule. Parce C'est que, exactement ça, oui. et si Bon, tu veux, oui. moi, je sais qu'il faut que tu termines, mais je dirais une chose, quand on fait l'amour, souvent on ferme les yeux. Quand on embrasse, on ferme les yeux. Absolument. Et, Dans les moments de les délice, plus intimes, on dans ferme les les yeux, moments, dans les moments intimes. On revient vers soi. bah, J'aimerais, tu as le titre de ton prochain livre là qui va sortir chez Robert Laffont en janvier. écoute, ça a à voir avec le sixième sens. Donc là, pour l'instant, on a des titres provisoires. Oui. Oui, mais c'est la compréhension de nos sens pour aboutir vraiment à apprendre à utiliser notre sixième sens. Parce qu'on parle souvent du sixième sens, mais on comprend pas ce que c'est. Et c'est à travers ce livre, je vais essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que le sixième sens et comment Je l'utiliser à nous. reviendrai vers toi pour parler de ça avec grand plaisir. Moi, ça sera vraiment très C'est un sympa. sujet commun. Ouais, bien sûr. Beaucoup de Bien choses sûr. à dire autour de ça. En tout cas, Eric, vraiment un grand merci parce que je sais que ton temps est assez Ouais. pris, assez occupé. Hein. J'avais juste. Oui, donc tu as un site, il y a plein d'endroits où on peut te retrouver. Oh bah, retrouver ton travail. je pense, oui, bon, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de choses sur YouTube, Oui. naturellement, sur LinkedIn, sur The Blind Design. TEDx. Oui, Eric B, parce qu'aux États-Unis, on me connaissait sous Eric B, The Blind Designer. The Oui. Blind Designer en français, ça veut dire le designer aveugle. Oui. Donc Eric B, The Blind Designer sur Facebook ou Eric B, Public Speaker pour les interventions. Eric Brun-Sanglard sur YouTube ou voilà, on peut me trouver un peu partout. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une émission de télévision aux États-Unis qu'on peut revoir aussi sur YouTube. Voilà. Mais vraiment, je crois que la chose la plus importante, c'est de se rappeler que de fermer plus souvent les yeux afin de mieux voir, parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit le mieux. Oui, mais bon, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est superbe cette rencontre sur beaucoup de niveaux. Une belle Ben, merci à vous Une très deux. belle conclusion et en fait, quelque part, c'est inviter tout le monde à rompre un peu avec l'habitude et peut-être rentrer dans la méditation et dans l'écoute. Surtout de devenir plus authentique, c'est-à-dire de vraiment comprendre que on ne marche pas avec un sens. On a 5 sens et il faut savoir les utiliser au maximum pour vraiment profiter de la vie à 100%. Sinon, on profite de la vie qu'à un petit pourcentage. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.